Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce 23h à la une de l'actualité. Les travaux de réhabilitation de l'axe PK109 Gagnoa ont été lancés en février dernier. Ce vendredi, le ministre des Infrastructures économiques a effectué une visite sur cet axe. Amédée Kouakou entendait s'assurer de la bonne exécution du projet. La Banque mondiale a accordé un prêt de 107 milliards à la Côte d'Ivoire pour soutenir le secteur de l'anacarde. Il devrait connaître un nouvel essor. Quel sera l'impact de ce prêt sur la filière? Nous le saurons dans cette édition. À moins de 4 semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2018 de football, c'est la composition des équipes qui domine les conversations dans tous les pays participants. En Russie, c'est l'organisation de l'événement qui occupe les esprits. Bienvenue pour cette édition. Le ministre des Infrastructures économiques s'est rendu vendredi dernier sur l'axe PK109 Gagnoa. Il est allé se rendre compte des travaux de réhabilitation lancés en février dernier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Amédée Kouakou a appelé les usagers à observer la prudence. Francis Boifou. Axe PK109 Autoroute du Nord, Ndoussiti Salidivo et Gagnoa. 167 km de voies à réhabiliter. Le taux de réalisation est de 8,30%. Pour un délai consommé de plus de 40%. Les travaux ont été réalisés sur plus de 15 km. Est-ce que vous êtes dans le temps? Il faut dire que nous sommes vraiment en retard. Ce retard s'explique, selon le ministre des Infrastructures économiques, en visite sur le terrain. On a quelques problèmes techniques sur les épaisseurs qu'il faut mettre en œuvre, sur la qualité des matériaux qui doivent être mis en œuvre. Nous sommes en train de vérifier tout ça. Et maintenant, nous sommes en train de tomber sur les bonnes cadences. Si on tombe sur la bonne formule, le reste ça va pouvoir aller très vite. Mais nous voulons nous assurer que ce que nous allons mettre en œuvre puisse être quelque chose qui respecte l'ensemble des normes. Bien que l'axe PK109 Gagnoa en travaux, le trafic est très dense. Un appel aux usagers de cette route pour dire que les travaux sont en cours. On ne peut pas fermer la circulation, donc il va y avoir une circulation alternée. Donc on leur demande de faire très attention à toutes les équipes qui travaillent. Ce travail qui est en train d'être fait, ça leur crée quelques désagréments pour l'instant, mais ce travail, le chef de l'État le fait pour leur bonheur. La livraison du projet est annoncée pour 2020, puisque les travaux vont durer 36 mois. Ouverture ce matin de la 71e Assemblée mondiale de la santé. La rencontre se tient à Genève. Elle enregistre la participation de plus de 7000 délégués venus du monde entier. Cette année, l'Organisation mondiale de la santé met l'accent sur la couverture maladie universelle. Mamadou Kouassi. La couverture sanitaire universelle est au centre de cette 71e Assemblée mondiale de la santé, ouverte ce lundi 21 mai à Genève. Une rencontre qui a mobilisé plus de 7000 délégués venus du monde entier pour échanger sur les différents problèmes que chacun rencontre dans la mise en œuvre de sa politique sanitaire. L'invité spécial de cette session est le président du Rwanda, par ailleurs président de l'Union africaine. Paul Kagame est venu partager le modèle de réussite de la couverture maladie universelle de son pays. Une politique basée, selon lui, sur la volonté des agents à sauver des vies tout en s'impliquant véritablement dans la prise en charge des malades. Paul Kagame souhaite convaincre davantage ses pairs pour une mise en œuvre effective de cette politique sur l'ensemble du continent africain. Pour la Côte d'Ivoire, qui est dans une phase pilote de cette politique, sa vulgarisation va contribuer à améliorer les conditions de vie des populations et à réduire les risques liés à la santé de la mère et de l'enfant. La Côte d'Ivoire prépare la généralisation de la couverture maladie universelle et nous avons été interpellés par l'OMS pour que nous puissions accélérer la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. La mortalité maternelle infantile est pour nous essentielle. Et nous voulons remercier le président de la République parce que le fait de nous permettre d'avoir du recrutement, n'est-ce pas, du personnel des agents de santé nous permettra de couvrir les différents silences sanitaires que nous avons sur toute l'étendue du territoire. Et lorsque nous partageons ici à l'OMS avec tous les collègues, on se rend compte que nous avons les mêmes difficultés en termes de disparité. Le directeur général de l'OMS s'est félicité de l'avancée de cette politique de couverture sanitaire dans plusieurs pays. Il invite donc les pays en phase d'essai ou en retard à s'intéresser véritablement à cette politique qui va contribuer à un meilleur impact des actions sanitaires sur la population, tout en réduisant les coûts de soins de santé. L'ouverture de la 71e Assemblée mondiale de la santé marque le 70e anniversaire de l'OMS, Organisation mondiale de la santé créée en 1948.
Une autre rencontre va se tenir demain à Busan, en Corée du Sud. Il s'agit des 53e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Thème choisi, l'accélération de l'industrialisation en Afrique. Avant ces assemblées, le secrétaire général de la BAD a échangé avec la presse ici à Abidjan. Il est revenu sur les potentielles retombées de ce rendez-vous pour l'Afrique. Jean-Louis Bambou. Pas de développement en Afrique sans industrialisation. C'est autour de cette idée maîtresse que se tiendront les 53e assemblées annuelles de la BAD à Busan, en Corée du Sud. Un accent particulier sera mis sur la nécessité de promouvoir ces grandes infrastructures qui contribuent de manière significative à la croissance économique des pays. La banque va donc, lors de ces assemblées annuelles, organiser un événement visant à partager le savoir sur l'accélération de l'industrialisation en Afrique, de sorte à permettre de mobiliser des ressources financières à cet effet. Cela va présenter et renforcer le rôle de la banque comme agent de transformation. Eau, électricité, transport, le continent doit investir entre 71 000 et 93 000 milliards de francs CFA par an dans ces infrastructures, alors que les investissements n'ont atteint que 34 000 milliards de francs CFA en 2016. Un déficit que s'attelle à combler la BAD. La banque a adopté les High Five, les 5 objectifs prioritaires, éclairer et fournir l'Afrique en énergie, nourrir l'Afrique, intégrer l'Afrique, industrialiser l'Afrique et améliorer les conditions de vie des populations africaines. Et ces objectifs sont alignés sur les ODD. Tout en expliquant le choix de la Corée du Sud pour abriter ses 53e assemblées annuelles, le secrétaire général de la BAD a souligné le rapport du continent africain à ce pays qui est passé par des épreuves semblables à celles connues par nombre d'États africains. Dans le domaine de l'industrie électrique, l'ANARI Côte d'Ivoire, en partenariat avec l'OIF, a tenu du 14 au 18 mai dernier un séminaire visant à renforcer les compétences des régulateurs. Une vingtaine de cadres issus de plusieurs pays d'Afrique ont été instruits sur la régulation et la tarification de l'industrie électrique. Salimatou Dia, Francois-Diou. La Côte d'Ivoire ambitionne doubler d'ici 2020 sa production énergétique actuellement de 2000 MW. Pour assurer son rôle de régulateur, l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire, ANARECI, veut rendre ce projet efficace en montrant les compétences de ses agents. Une vingtaine de régulateurs nationaux, mais aussi sous-régionaux, ont été outillés à la régulation et à la tarification de l'industrie électrique lors d'un séminaire tenu à Abidjan. Qu'est-ce qu'il faut qu'on développe, qu'est-ce qu'il faut qu'on maîtrise? C'est la tarification de l'électricité, sachant que faire une bonne tarification, ça veut dire que les coûts, les recettes doivent être couverts par les coûts générés par le service. D'une part. D'autre part, il faut que ces tarifs soient abordables pour le consommateur et que les services fournis soient de qualité. Et enfin, il faut que les tarifs envoient un signal économique qui amène l'ensemble des consommateurs à comprendre comment il faut consommer de façon optimale. En termes de régulation, il faut maintenant aller vers l'efficacité de ce système-là pour que dans les années à venir, on puisse avoir un produit de meilleure qualité à un coût abordable pour les consommateurs. L'ANARECI est également en charge de proposer à l'État des tarifs de vente de l'électricité et d'accès au réseau. Un immeuble a été ravagé par les flammes à Angré, 8e tranche, dans la commune de Cocody. Selon les témoins, l'incendie a été déclenché par le four d'un restaurant situé juste au bas de l'immeuble aux environs de 14 heures. Alertés, les sapeurs-pompiers ont pu circonscrire le feu. Il n'y a eu aucune perte en vie humaine, mais de nombreux dégâts matériels ont été constatés. Au total, 9 appartements de l'immeuble sont partis en fumée. Parlons agriculture. L'anacarde, une spéculation à fort potentiel industriel, va connaître un nouvel essor avec le prêt de 207 milliards de francs CFA de la Banque mondiale. Comment ce prêt va-t-il impacter la filière? Des éléments de réponse avec Noël Niagnou. La filière anacarde poursuit son embellie 5 ans après sa réforme. La campagne 2018 affiche des résultats satisfaisants sur la période. Nous sommes à 62% des objectifs que nous nous sommes fixés, à savoir 530 000 tonnes achetées à la date du 4 mai et 262 000 tonnes exportées. Il faut rappeler qu'à la même période 2017, nous étions à 520 000 tonnes.
Ce qui veut dire que nous avons dépassé les réalisations de 2017 de 10 000 tonnes à la date du 4 mai. Le bémol de cette campagne, les prix sont moins volatiles. La courbe de la commercialisation est montée beaucoup plus lentement cette année. Les 3 dernières années, les prix sont montés jusqu'à 800 francs, voire 900 francs et même 950 francs dans certaines localités. Alors cette année, les prix sont tassés autour donc de 500-600 francs. Devenue stratégique pour l'agriculture ivoirienne, sa durabilité préoccupe le pouvoir public. Voilà qui explique l'accord de près de 107 milliards par la Banque mondiale avec 4 composantes déterminantes pour le développement de la chaîne des valeurs. La première composante fait appel au renforcement institutionnel et gouvernance donc, de la chaîne des valeurs. La deuxième composante est donc l'amélioration de la productivité et l'accès au marché. La troisième composante, donc, c'est le développement des infrastructures industrielles pour la transformation et à l'appui et l'investissement privé. Et la quatrième composante est bien sûr la coordination. Au-delà de tout, la transformation reste le point d'orgue de ce prêt. Dans cette optique, 4 plateformes industrielles opérationnelles de leur acquisition par les investisseurs vont être réalisées à Bouaké, Bandoukou, Korogo et Séguéla. Lorsqu'un investisseur veut implanter son unité, il faut qu'il lève les contraintes liées au foncier. Il faut qu'il lève les contraintes liées à l'électricité. Il faut qu'il lève les contraintes liées à l'amener de l'eau, à l'adduction d'eau. Alors, toutes ces contraintes sont des contraintes parfois fortes et parfois insurmontables pour un investisseur qui n'est pas national. Et même quand il est national, ce n'est pas toujours évident. Donc, ces plateformes seront donc des plateformes totalement aménagées. Et lorsque vous voulez créer votre usine, vous venez avec les plans, tout simplement les plans dessinés par votre architecte. Vous implantez votre usine, vous implantez vos magasins si vous en avez besoin et vous commencez à fonctionner. Pour une meilleure gestion de ces plateformes, le Conseil du coton anacarde invite les éventuels investisseurs à faire diligence. La filière de l'anacarde donc va connaître un nouvel essor avec le prêt de 107 milliards de francs CFA de la Banque mondiale. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire Engineering ont signé le mardi 15 mai dernier un accord de partenariat. Il vise à faciliter l'accès d'équipements de transformation pour les PME. Cet accord devrait permettre à long terme de développer le secteur de la petite transformation dans le pays. Jean-Jacques Ouami. Pour accroître la transformation des matières premières agricoles, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire Engineering, société étatique spécialisée dans la production d'équipements usines, conjuguent leurs efforts. Un accord de partenariat a été signé. La signature de notre accord de partenariat constitue un support d'accompagnement pour les PME et PMI du secteur agro-industriel. Les bénéficiaires seront appuyés dans l'acquisition d'équipements de transformation. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire les a invités à profiter de cette offre qui leur permet de ne pas avoir recours à des fournisseurs étrangers. Variante et dynamique, promotrice d'unité d'agro-transformation. Ce programme est pour vous une réelle opportunité, une occasion de donner une nouvelle orientation à vos activités. Il vous appartiendra de vous en approprier totalement et d'en tirer le maximum de bénéfices pour vos entreprises. Pour les entrepreneurs de la petite transformation agricole, cet accord est une véritable bouffée d'oxygène. Ça nous va droit au cœur. Nous sommes des femmes du milieu rural et nous sommes dans la transformation. C'est des difficultés que nous avons pour avoir les matériels de la transformation. Cette signature s'inscrit dans l'ambition du gouvernement de transformer sur place 50% des matières premières agricoles d'ici à 2020. À ce jour, la Côte d'Ivoire ne transforme que 30% de son cacao et moins de 5% des autres produits d'exportation. Après le secteur de l'agriculture, on passe à l'éducation. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, a primé les meilleurs élèves des examens à grand tirage session 2017. La cérémonie s'est tenue au Centre national de matériel scientifique de Cocody. Sephora Zegui, Franck Quadio.
Les meilleurs élèves aux différents examens à grand tirage au titre de l'année 2017 viennent d'être primés par Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. 3 élèves pour le CEPE et l'entrée en 6e, 3 pour le BPC 12, pour le baccalauréat général et 9 pour le baccalauréat technique. Ils se sont distingués par une moyenne supérieure à 14 sur 20 aux différents examens. Moi, c'est une véritable satisfaction de recevoir ce prix-là parce qu'à travers cela, je vois un peu mes efforts qui ont été récompensés. Je suis très honorée, franchement, d'avoir reçu ce prix et je suis très contente de mes petites camarades et moi. C'est vraiment un honneur que le ministère s'implique autant dans notre éducation. Je suis très fière de cela et j'encourage vraiment tous mes camarades à travailler autant. Les plus heureux sont les parents d'élèves qui sont venus en grand nombre pour partager ces moments de joie. Lorsque l'enfant travaille, ça fait partie des efforts aussi des parents. Donc vraiment, quand l'enfant travaille, il y a de quoi être encouragé. La 5e édition de la Journée nationale du mérite et de l'excellence est comme les précédentes. L'occasion est toute à trouver pour créer une saine émulation au sein des élèves. La Journée nationale du mérite et de l'excellence a pour mission d'encourager et d'exhorter tous les acteurs de notre système éducatif, en particulier notre jeunesse, à l'amour du travail bien fait, afin d'obtenir des têtes bien faites. Elle a aussi pour rôle de révéler les talents et de les présenter à la nation comme les modèles vers lesquels tout citoyen doit tendre. Chaque lauréat a reçu une médaille, un diplôme, un trophée, un bon d'achat de fournitures scolaires et une enveloppe qui varie de 100 à 300 000 francs CFA. Les 2e et 3e du prix national d'excellence ont également été primés par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Un mot de religion, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a profité de son séjour samedi dernier à San Pedro pour rompre le jeûne avec les militaires et gendarmes. C'était au domicile du préfet de région. Notre correspondant Sam Conan revient sur ce moment de convivialité dans ce reportage que je vous invite à suivre. San Pedro, ce samedi 19 mai 2018. Il est 18h20. La nuit tombe sur la ville portuaire. Le ministre d'État, ministre de la Défense, arrive au domicile du préfet de région. Ahmed Bakayoko est venu rompre le jeûne avec ses coreligionnaires militaires et gendarmes, en compagnie du corps préfectoral et de guides religieux. La prière qui marque la fin du jeûne du jour a été dirigée par l'imam Traoré Kissima. C'est dans une bonne ambiance que la rupture du jeûne s'est déroulée. Le mois de Ramadan est un grand mois de spiritualité, n'est-ce pas? Ce n'est pas que seulement le soldat en tant que tel, mais c'est un plus que cela apporte, n'est-ce pas, à la communauté des FDS pour pouvoir mieux appréhender le concept religieux que nous tenons de faire. Cette présence du ministre d'État, ministre de la Défense à nos côtés nous galvanise davantage. Je suis à San Pedro dans le cadre d'une activité avec la gendarmerie. Nous sommes en plein mois de carême et ça a été vraiment un privilège pour moi de pouvoir partager ce moment de rupture de jeûne avec tous les soldats, les sous-officiers, les officiers, chez monsieur le préfet. Je pense que c'est un moment de communion, un moment de prière, c'est un moment qui nous rapproche et c'est un peu notre approche, notre vision de ce que nous devons être une grande famille, la grande famille des forces armées de Côte d'Ivoire. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a ensuite eu des entretiens avec plusieurs groupes avant de se retirer. En culture, une semaine spéciale pour rendre hommage à Amadou Hampâté Bâ, décédé le 15 mai 1995 à Abidjan. L'ethnologue et écrivain malien est l'auteur d'ouvrages tels que Petit Baudiel, Amkoulel et L'étrange destin de Wangrin. À l'occasion de la commémoration de son décès, allons à la découverte de son œuvre manuscrite avec Franck Diou. Ce n'est pas une demeure ordinaire. Ici, c'est l'antre qui recèle les objets et écrits de Amadou Hampâté Bâ. Cet écrivain, ethnologue malien, Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1991, décédé la même année le 15 mai à Abidjan. La gardienne du temple, la voici, sa fille Roukiatou. Dans cette salle sont rangées les archives de son père. S'il a publié un paquet d'ouvrages, plusieurs de ses écrits sont ici conservés à l'étape manuscrite. L'homme a 2 sortes de souillures, celui qui vient de son corps et celui qui vient de son cœur.
Le premier produit, l'héritage que Amadou Hampâté-Bâ nous laisse, sont détenus dans des conditions de conservation précaires et sont menacés de disparaître. Elles correspondent à peu près à 85 années de recherche. Conserver ses écrits comme elle le peut, difficile pour Okiatou. Ces pages sont des pièces uniques. Mais Hampâté-Bâ ne conservait pas que des écrits. Il y a aussi des schémas et témoignages de ses périples d'ethnologue. Dans la pièce voisine, la bibliothèque où sont conservées ses œuvres, mais aussi celles d'écrivains avec qui Hampâté-Bâ est resté en contact. Au moins 50% des ouvrages qui ont été dédicacés par des auteurs qui l'appréciaient. Chacun venait dédicacer son livre et lui donner un exemplaire. Parmi eux, il y a des illustres auteurs tels que André Malraux. Un devoir de mémoire s'impose donc la semaine autour du 15 mai chaque année. 2018 consacre la 27e édition de la date anniversaire de sa mort. Les idées de vieillards sont des idées de cimetière. Il faut les semer dans la tête des jeunes pour qu'elles vivent. Venu à la conquête du savoir des élèves, Hampâté-Bâ aimait dispenser son art à travers les contes surtout. Sur scène, Rebecca, jeune conteuse, livre des extraits d'œuvres de l'auteur. Le lien fait sortir une poudre magique et dit italienne. Il y a beaucoup de vocabulaire. J'ai retenu aussi qu'il ne faut jamais mentir, qu'il ne faut jamais garder tout pour lui et aussi qu'il ne faut jamais se fronter à plus fort que soi. Des chants, des danses et même un récital pour la mémoire de l'auteur, le 15 mai, amplement célébré. C'est rappeler la grande amitié qui les liait. Donc chaque fois que la Fondation Hampâté-Bâ a des activités, la Fondation Félix Houphouët-Boigny se doit d'être présente. C'était véritablement mon père qui m'a inspiré dans beaucoup de choses que j'ai eu à faire. L'homme a été en 1975 récompensé par l'Académie française pour ses efforts de transcription des langues africaines. Amadou Hampâté-Bâ, ethnologue et écrivain malien, est décédé le 15 mai 1991 à Abidjan. Le 10e Salon international du livre d'Abidjan a pris fin hier. Le SILA 2018 avait comme invité d'honneur la France. L'événement a enregistré la participation de 150 000 personnes. 5 000 livres ont été vendus et un chiffre d'affaires de 30 millions de francs CFA a été réalisé. Ce bilan est satisfaisant selon les organisateurs. Franck Wadiou. Une dédicace du dernier ouvrage qui lui reste. Crépin Conan, jeune auteur, a des raisons d'être satisfait. Ce 10e SILA ouvre de bonnes perspectives. Déjà très beau parce qu'il y a eu beaucoup de visiteurs et les différents prix qu'ont reçus les auteurs nous encouragent les jeunes à plus nous lancer. Dans la salle d'exposition d'autres néophytes, Yoa Kone a écrit sur le mariage traditionnel en pays Tagbana. Le thème du salon, le livre, vecteur des identités culturelles, et moi, mon livre qui parle de la culture tagbana en matière de mariage, je me suis dit c'est une occasion, il faut que je participe à ce salon, même si c'est mon premier ouvrage. Des moins connus à d'autres plus expérimentés, à l'image de Henri Djongbo, invité spécial. Le ministre congolais de l'Agriculture, qui est aussi écrivain, est venu côtoyer ses pairs ivoiriens du livre. D'être là et de pouvoir échanger avec les uns et les autres, de pouvoir esquisser l'avenir du livre en Afrique. Présentation et dédicace de livres, échanges et partage et des leçons diverses pour auteurs, écrivains, éditeurs, libraires et imprimeurs. Ça fait connaître la Côte d'Ivoire, la culture de la Côte d'Ivoire et alors je demande que ça continue et que ça améliore. Je tiens dans un salon du livre, c'est la faculté, la possibilité qui est offerte aux professionnels du livre de se rencontrer. Je fais venir Véronique Tadjo de Londres qui a effectué de très très belles dédicaces et également un autre auteur qui est venu de Lomé et bien sûr les auteurs ivoiriens qui étaient présents et ça a été véritablement une très belle réussite. Nous sommes en symbiose, les éditeurs, les écrivains et les libraires. Seulement on aurait voulu qu'il y ait plus de librairies. Une des choses que nous avons décidé de faire depuis l'édition 2016, c'était d'avoir un abattement de 20% sur le prix des livres. Donc les livres sont vendus avec une bonne remise qui part de 20 à 50%. Une chose à retenir, le Salon international du livre édition 2018 a tenu toutes ses promesses selon les initiateurs. Nous avons pu enregistrer la participation d'un peu plus de 150 000 visiteurs sur les 5 jours. Nous avons pu aussi écouler 5 000 livres
vendus, donc sur ces 5 jours de salon, représentant à peu près 30 millions de chiffres d'affaires réalisés au cours de ce salon. Donc ce sont des performances que nous saluons. Occasion donc pour Henri Nkumo, directeur du livre, au nom de la tutelle, de féliciter et encourager les acteurs du livre et entrevoir même le prochain objectif. Il faut souhaiter que pour l'année prochaine, nous soyons un peu plus gourmands et que le cap des 200 000 visiteurs soit atteint. Le SILA 2018 referme donc ses portes. Après les États-Unis cette année, la France sera le prochain pays invité d'honneur. Une quarantaine de tableaux sur l'immigration irrégulière sont exposés à l'Institut français. Cette exposition du peintre Jacques Bleu vise à communiquer avec les jeunes sur les dangers de ce fléau. Issaïou. Des silhouettes englouties par les vagues de la mer, des bateaux de fortune en train de chavirer en plein océan et des hélicoptères survolant la mer pour secourir des migrants. Ces tableaux reflètent les pires moments que vivent les candidats à l'immigration irrégulière lors de la traversée de la mer. Le peintre Jacques Bleu, à l'aide de son pinceau et des tableaux, informe et interpelle. Nous avons vu ce qui s'est passé en Libye avec la vente des esclaves et des hommes qui sont traités comme des animaux. Nous pensons qu'il est temps que les uns et les autres puissent agir dans un sens à pouvoir sensibiliser, à pouvoir aider à la compréhension. Le manque d'emploi, l'envie de découvrir leur droit ailleurs, la fuite des calamités naturelles et des guerres sont autant de causes qui poussent les populations à immigrer. Ces tableaux peuvent sensibiliser nos jeunes frères ivoiriens. Ça nous fait mal au cœur, l'immigration irrégulière, et on essaye de tout faire pour empêcher ça, pour sensibiliser nos frères qui sont là, de ne pas partir en mer, de partir sur la voie légale. En 2017, plus de 3000 migrants ont péri dans la mer, des décès qui interpellent la conscience collective. Il est vraiment très important que les artistes aussi s'y mettent, parce qu'à travers la peinture, ils peuvent déjà exprimer leur colère à travers ce phénomène qui n'est vraiment pas une très bonne image pour notre pays, la Côte d'Ivoire. De voir tous ces jeunes Ivoiriens partir de l'autre côté à la recherche d'un rêve qui malheureusement se transforme en fatalité. C'est des tableaux impressionnants, c'est une matière qui mobilise le monde aujourd'hui et chacun, y compris les hommes de culture et des arts, doivent apporter leur contribution. C'est un travail de longue haleine, c'est chaque jour un tout petit peu et c'est donc l'eau qui va tomber goutte à goutte qui va finir par percer le plus dur rocher. Une quarantaine de tableaux, 3 photos d'art et une installation avec des films vidéo sont exposés jusqu'au 31 mai à l'Institut français au Plateau. La Côte d'Ivoire a pris part à la 45e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de coopération islamique les 5 et 6 mai derniers à Dakar, au Bangladesh. Marcel Amontano, ministre des Affaires étrangères, y représentait le pays. La rencontre ministérielle de Dakar marque la fin de la présidence ivoirienne du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de coopération islamique. Mais la Côte d'Ivoire demeure membre du comité exécutif de l'OCI en sa qualité de président sortant de la 44e session. À moins de 4 semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde de 2018 de football en Russie, l'organisation de l'événement occupe les esprits. Du point de vue de la FIFA, la Russie est prête à recevoir l'événement qui se tiendra du 14 juin au 18 juillet prochain. Lors de sa dernière visite dans le pays, le patron de la FIFA, Gianni Infantino, a félicité le président Vladimir Poutine. Il a déclaré qu'à ses yeux, le pays était prêt du point de vue des infrastructures, des stades comme de l'accueil. Pas d'inquiétude majeure donc pour le pays organisateur qui aura dépensé l'équivalent de 10 milliards d'euros pour être à la hauteur de l'événement. Fin de ce 23h. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée. À très bientôt.